Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux d'avoir été invité à ce 22e colloquium. Je remercie Jean-Philippe et Gilles. Nous allons discuter de l'exploration de l'angor à coronaire saine. Voici mes conflits d'intérêts. Et tout de suite, on va discuter de l'ANOCA. L'ANOCA, c'est l'angor sans maladie coronaire obstructive. Pour vous illustrer à quoi cela fait référence, je vous présente Madame F. Elle a 54 ans, tabagique hypertendue. Elle faisait quand même du sport. Et cette dame, depuis 6 mois, elle a une bloc-nez avec un angor caractéristique, sensation de palpitation, douleur. On lui fait une épreuve d'effort qui est positive électriquement et cliniquement. Et ensuite, échographie normale, coronarographie normale. Et là, c'est la ribambelle d'examen. EFR, scanner thoracique, FOGD. On ne trouve pas de cause à cet angor, on ne trouve pas de cause à ces douleurs. Ce qu'on va dire à Madame F, tout d'abord, c'est vous inquiétez pas, on a vu vos coronaires épicardiques, c'est seulement 10% de votre circulation myocardique. En réalité, la face immergée de l'iceberg, la microcirculation, c'est 90% de la fonction du myocarde. Il faut savoir que ce muscle cardiaque, il a 5 à 6 fois plus de capillaires par cellule striée que les autres muscles. Et ça, c'est important. La deuxième chose qu'on lui dit, c'est que sa situation est en réalité banale. On a actuellement 30 à 60% des patients qui ont de l'angor, chez qui on n'a pas de lésions obstructives épicardiques. Ce sont en majorité des femmes avec des facteurs de risque cardiovasculaires et chez qui le diagnostic est difficile parce que voilà, on a une coronarographie qui ne retrouve pas de lésions, on a des symptomatologies qui sont parfois fluctuantes et on n'a pas d'explication. Pourquoi les explorer? Le fait de ne pas avoir de maladie coronaire obstructive n'est pas associé à un bon pronostic. Au contraire, on a ces patients qui font 1 à 2 événements cardiovasculaires majeurs par année et il y a surtout un retentissement sur la qualité de vie, sur le travail, sur la psychologie, les arrêts de travail, coût de santé puisque comme on croit ne pas trouver la cause, on part sur la FOGD, les EFR, le scanner et au final on récupère des patients qui ont un parcours de soins difficile. Alors ce parcours il va commencer par évaluer les symptômes et je pense que via les différents topos vous avez vu à quel point il est important de quantifier l'angine de poitrine, d'examiner les malades, d'identifier la répercussion psychologique, le retentissement socio-professionnel. Ensuite, on va revoir l'anatomie, on va revoir la coronarographie, revoir le coroscanner, s'assurer qu'en effet, il n'y a aucune lésion qui explique les symptômes. Et ensuite, on va se diriger vers l'évaluation fonctionnelle invasive qui est primordiale pour avancer dans l'exploration de ces patients. Elle est primordiale parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre le mécanisme et de classer en 4 endotypes ces patients. Soit ils vont avoir une angine microvasculaire, on en discutera tout à l'heure, soit une dysfonction et un spasme microvasculaire, soit le spasme épicardique, soit on va rien trouver et ça sera on pourra regarder le patient dans les yeux et lui dire votre douleur n'est pas cardiaque. Pour cela, j'insiste sur le fait qu'il faut une vacation dédiée avec un investissement humain et matériel qui est spécifique. Et je salue nos infirmières de caté qui sont là, avec qui on travaille tous les jours là-dessus. C'est vraiment, je dirais, un temps de physiologie qui est dédié avec le personnel, la pharmacologie et les plateformes adaptées. La deuxième étape, après avoir revu l'anatomie coronaire, c'est d'aller rechercher une dysfonction microcirculatoire. En fait, quand on dit ça, ça veut dire qu'on va aller rechercher une anomalie de la vasodilatation. Ce qu'on recherche, c'est des capillaires qui se vasodilatent pas à l'effort. Pour cela, je vous rappelle 2 concepts. Le concept numéro 1, c'est que pour passer du repos à l'effort, on a une réserve coronaire qui est totalement dépendante de la vasodilatation des capillaires. C'est l'hyperémie qui nous permet de nous mettre en exercice. S'il n'y a pas de vasodilatation capillaire, on ne peut pas faire d'exercice. Le deuxième concept, c'est la vasomotricité microvasculaire des capillaires. C'est au niveau local, le shear stress, le relargage d'adénosine qui va permettre cette vasodilatation. Et donc en fait, quand on va rechercher chez un patient qui a un ANOCA une dysfonction microvasculaire, en fait on recherche l'incapacité à se vasodilater à l'effort. Cela, il peut être mis en évidence de 2 manières, et souvent c'est les 2 en même temps. C'est la mesure du flux coronaire, et on va rapporter le flux coronaire d'effort sur le flux coronaire au repos, et on va montrer qu'il ne se multiplie pas suffisamment. Normalement, chez le sujet sain, c'est 3 à 4 fois. Là, on a mis un cut-off à 2,5. Et on va regarder les résistances microvasculaires. On va montrer qu'en hyperémie à l'effort, elle reste élevée. Il n'y a pas de vasodilatation. La première méthode qui a été décrite, une des premières méthodes, c'est la thermodilution en bolus. La première étape,
c'est d'aller dans l'IVA avec un guide de pression et température. L'IVA, pourquoi? Parce que c'est le vaisseau qui représente le plus grand territoire myocardique. Et une fois qu'on s'est mis en distalité, on va faire des bolus de NaCl qui sont à température ambiante. Et voilà, ils vont être à 20 degrés, 21 degrés, ils vont se mélanger au sang qui est à 36 degrés. Et donc, on va mesurer la vitesse de progression de ce bolus. C'est la courbe en bleu ici sur le graphique. On a un temps moyen de transit de ce bolus au repos. Puis ensuite, je vais mettre le patient en hyperémie avec de l'adénosine. Vous connaissez tous l'adénosine, gros vasodilatateur capillaire. Et je vais remettre un bolus, 2 bolus, 3 bolus, et je vais remesurer la progression de ce bolus, cette fois-ci en orange. Normalement, quand je suis en hyperémie, ce bolus, il est censé transiter hyper rapidement. Lorsqu'on fait les rapports et la conclusion, on a en fait un calcul automatique qui va nous dire ce patient, il a une réserve qui est inférieure à 2. Madame F, sa réserve coronaire, elle est à 1,5. Elle n'arrive pas à augmenter son débit coronaire de plus de 50% alors qu'elle passe à l'effort. Et on a des résistances ici, c'est l'indice de micro-résistance, l'IMR, qui est supérieur à 25. Chez elle, il est à 28. Donc on a une première preuve de dysfonction microcirculatoire. Il y a une deuxième manière d'aller rechercher cette dysfonction, c'est avec la thermodilution continue. Je suis avec mon guide dans l'IVA, et cette fois-ci, je vais ramener un cathéter qui va faire de la thermodilution. Je vais ramener du sérum physiologique à 10 ml minute, tranquillement au repos pendant 1 à 2 minutes. Et je vais mesurer déjà mon débit coronaire de repos. Une fois que j'ai ça, vous avez compris que ce qui m'intéresse, c'est le débit coronaire à l'effort. Et là, je vais passer à 20 ml par minute. Et vous voyez ici, ce cathéter ici, il a des trous sur le côté. Et quand je vais augmenter le débit d'infusion, je vais casser les hématies. Et en cassant les hématies, je libère de l'adénosine et des substances vasodilatatrices. Et donc, je crée une hyperémie mécanique. En pratique, voilà comment ça se passe. J'ai mon petit micro-cathéter ici. Je suis dans mon IVA. Je mesure les débits et les pressions en distalité et en proximale. Et à la fin, j'arrive à avoir un débit au repos. Madame F, elle a un débit coronaire au repos de 80 ml par minute et des résistances à 1300. Et quand je crée l'hyperémie, elle passe à 154 ml minute. Donc on n'est pas à x2. On aurait dû être au-dessus de 200, au-dessus de 160. Et les résistances baissent, mais elles restent au-dessus de 400. 694, c'est très élevé comme résistance microvasculaire en hyperémie. Et donc là, on vient de confirmer par 2 techniques que cette patiente a une dysfonction microcirculatoire qui explique ses symptômes. La question qu'on s'est posée pour avancer un petit peu, c'est est-ce que cette hyperémie artificielle, elle équivaut à un effort physiologique? Puisque si j'ai des patients qui ont une dysfonction microcirculatoire, peut-être qu'ils ont un défaut d'adénosine, est-ce que je réponds vraiment à la question en leur faisant un test à l'adénosine ou en créant une hémolyse artificiellement? Donc on s'est posé la question et cette fois-ci, on a fait une thermodilution invasive en faisant pédaler les patients selon un protocole à 30 watts, 60 watts, 90 watts. On a même des patients qui sont allés jusqu'à 150 watts. Alors, ce qu'on a observé ici, c'est que, en effet, lorsque je regarde le débit coronaire, chez les patients qui n'ont pas de dysfonction en vert, j'ai un débit coronaire qui va augmenter à chaque palier, qui va être augmenté de 50% environ. Et vous voyez qu'en rouge, ces patients qui ont une maladie microvasculaire, ils vont avoir un profil plat, leur débit coronaire n'augmente pas. De même, lorsque je regarde les résistances vasculaires, microvasculaires, en vert, on a les résistances qui chutent dès le premier palier d'effort, et donc on a une véritable adaptation microcirculatoire, alors que en rouge, on a des résistances qui restent élevées en plateau, et on a une explication physiologique élégante aux symptômes que présente Madame F. Plus encore, lorsque je m'intéresse à cet effort physiologique, je vois que certains patients sont rendus normaux avec les techniques d'hyperémie artificielle, mais pour moi, ils ont vraiment une incapacité à monter leur débit coronaire et leur résistance vasculaire. Et ces patients, en fait, ils ont un déconditionnement. Comment on le voit? On vient qu'ils montent leur débit coronaire, on n'a pas une courbe plate, ils descendent leur résistance vasculaire au cours de l'effort, mais c'est insuffisant pour atteindre les cut-offs qui permettent une fonction myocardique normale à l'effort. Et donc là, on distingue un nouveau profil encore de dysfonctionnement microvasculaire qui est dû au manque d'entraînement. In fine, Madame F, elle a des symptômes d'ischémie myocardique, on en a parlé. Elle n'a pas de maladie obstructive. Elle a une épreuve d'effort positive et en plus, elle a des résistances élevées
et son débit coronaire ne monte pas à l'effort. On peut lui dire qu'elle a une maladie microvasculaire. Il ne faut pas s'arrêter là. Sur la plateforme physiologique, pour aller explorer les patients, il faut aussi rechercher le spasme épicardique et microvasculaire. Cette fois-ci, on cherche une anomalie de la vasoconstriction. Tout à l'heure, on recherchait le capillaire qui n'arrive pas à se vasodilater. Là, on recherche le capillaire ou le vaisseau qui se vasoconstricte de manière anarchique. Vous connaissez bien ces patients, ce sont souvent des femmes, c'est souvent la deuxième partie de nuit. Il faut prêter attention aux médicaments, à l'alcool, à la prise de drogue. Et les protocoles, ils sont bien décrits. On fait de l'acétylcholine ou du métergin. Et là, on va distinguer deux types de spasmes. Le spasme épicardique, c'est le spasme qu'on a tous envie de voir lorsqu'on fait notre procédure, avec l'occlusion de l'artère à plus de 90%, les modifications ECG et la reproduction de la douleur. Néanmoins, si j'ai uniquement des modifications électriques et une douleur sans spasme épicardique, je peux conclure à un spasme microvasculaire. Alors, la question qu'on nous pose souvent, c'est quel est l'intérêt de cette exploration et est-ce qu'on améliore ces patients? Parce que finalement, pour l'instant, les traitements, on n'en est qu'au début. La réponse est oui. Le fait de mettre un diagnostic, et ça a été montré par un bel essai clinique, c'est l'essai Cormica, le fait de mettre un diagnostic en utilisant un processus invasif permet d'améliorer tous les critères de qualité de vie, que ce soit l'angine de poitrine, le EQ5D, la perception de la maladie par les patients, et ça permet aussi d'arrêter de faire des examens dans tous les sens, puisqu'on a un diagnostic, on peut rassurer le patient et lui dire qu'on va le suivre et qu'on va faire au mieux. Alors, ce qu'il faut retenir de ce topo, c'est qu'il faut explorer les patients qui ont des ANOCA. Ça touche une proportion croissante d'individus et de plus en plus d'hommes, c'est pas que des femmes. Il est associé à un surrisque d'événements cardiovasculaires et un parcours, un retentissement socio-professionnel important. Il faut une équipe dédiée avec une équipe experte. L'objectif de cette analyse invasive, c'est de classer en 4 endotypes la dysfonction qu'on observe. On a des nouveaux indices qui sont très intéressants avec la mesure du flux coronaire absolu que je vous ai montré. Mais il y a vraiment, on voit beaucoup de papiers state of the art sortir. Il y en a un qui est sorti dans le JACC récemment. Il y a beaucoup de discussions sur le sujet. La réalité, c'est que concernant les mécanismes, pour le moment, on ne sait pas très bien les décrire et les distinguer. Est-ce que c'est de la raréfaction capillaire? Est-ce que c'est de la dysfonction endothéliale? Est-ce que c'est du déconditionnement d'effort? Il y a aussi probablement des patients qui ont d'autres pathologies qu'une pathologie capillaire. Et donc ça, c'est important aussi de s'en rendre compte. Il faut standardiser les procédures. Les traitements, lorsqu'on lit les papiers actuellement, c'est toujours des traitements qui sont empiriques et qui sont dérivés du traitement de la maladie coronaire obstructive, mettre des statines, des IEC, un anti-agrégant. Et là aussi, en fait, il y a beaucoup de recherche et de développement à faire. Et je dirais, si je dois retenir de mon expérience, qui est pas très grande, mais ça fait maintenant 2 ans, c'est qu'il faut vraiment s'appuyer avec une équipe multidisciplinaire pour prendre en charge ces patients qui sont dans une grande douleur. Et donc, plusieurs fois, j'ai fait appel à l'équipe de la douleur pour soulager leurs symptômes, aux psychologues et aux collègues, au centre de réadaptation qui leur fait beaucoup de bien puisque beaucoup sont déconditionnés. Et donc, avec ça, j'aimerais également remercier toute l'équipe du PT Chips puisque vraiment, on a fait des belles procédures et c'est un beau chemin. Donc, merci à tous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Michel. C'est vrai que c'est plus facile de mettre un stent qu'explorer bien ces patients. Moi, j'ai juste une petite question en préambule. Moi, ce qui me préoccupe toujours, c'est que donc on fait beaucoup de cathé droit et pour les patients qui sont en attente de greffe et on nous dit que quand ils ont plus de 5 unités de Hood, les résistances sont élevées et sur les résistances microvasculaires dans le myocarde, on n'a aucune idée du cut-off. Alors il y en a qui disent 200, d'autres 500, d'autres 600. Alors c'est quoi ton idée toi là-dessus? Alors merci pour cette question. Alors, il y a vraiment tout est à explorer. Déjà, les résistances au repos, on ne sait pas les interpréter encore. Certains disent que si elles sont trop élevées, il y a une pathologie structurelle. Bon, pour l'instant, on s'y est à peine intéressé. Les résistances qui restent élevées en hyperémie, on commence à avoir une idée du cut-off. Bernard Debrune, qui est quand même un des pionniers sur le domaine, qui a développé un des cathéters, dit qu'au-dessus de 400, 450, en hyperémie, tu as des résistances qui sont trop élevées et tu as une adaptation des capillaires qui est pas bonne. Il y a
Il y a 25 ans, avec Gérard Dorminski, on mesurait des débits dans les coronaires avec des Doppler et on mesurait les diamètres ou les surfaces des vaisseaux et on calculait le débit. Je trouve que la grande nouveauté technique, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on mesure des débits volumiques absolus. Exactement. Et donc, on a une précision qu'on n'avait pas il y a 25 ans. Donc, ce progrès-là, il est substantiel. Le point, il faut peut-être rendre hommage d'ailleurs à Philippe Aucréa pour ça, parce que c'est lui le premier qui l'a souligné, c'est qu'on peut avoir une intrication de phénomènes. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir une maladie coronaire avec une athéromatose qui peut être significative. On a le droit d'avoir en plus le spasme et avoir en plus l'angor microvasculaire. Et c'est là où ça devient complexe. C'est-à-dire qu'on pense avoir soigné le patient en traitant une cause, mais il peut avoir d'autres raisons de souffrir. Et le fameux angor résiduel, ça peut être une des autres causes qui n'a pas été recherchée, le spasme épicardique ou microvasculaire, l'angor microvasculaire comme tu le recherches. Et ça c'est compliqué. Alors, comment faire? On ne peut pas explorer tout le monde complètement. Alors, merci beaucoup pour cette question et ce commentaire. Alors, je pense que c'est très important de dire qu'en effet, les patients peuvent avoir plusieurs maladies. Et probablement, on se posait la question tout à l'heure de pourquoi est-ce que quand on stent, en suivant le test d'ischémie, ça améliore pas le pronostic. C'est parce qu'on oublie 90% de la circulation myocardique, qui est une circulation capillaire et que le stent ne va pas résoudre. On a probablement beaucoup de tests d'ischémie qui sont positifs parce qu'on a une atteinte microcirculatoire et l'IRM, on en a parlé avec Alban, essaye de développer la détection de ce problème. Alors, comment faire la part des choses ? C'est une question qui reste en suspens. Je pense que ce qu'on apprend actuellement, et c'est un peu ce qui découle des topos précédents, c'est que je pense qu'il faut réfléchir avant de stenter devant, en effet, un patient qui a peut-être une dysfonction microcirculatoire associée. Peut-être que ça sera insuffisant, surtout si la lésion est intermédiaire. Et je dirais que l'autre chose, c'est qu'il faut développer les explorations, puisque c'est en faisant de plus en plus qu'on va réussir à phénotyper les patients. Et nous, on a exploré des patients qui avaient des plaques à 50% et une FFR négative. Et je dirais que ça souligne à quel point il ne faut pas s'arrêter à la choro. Si on n'a pas d'explication, il faut aller jusqu'à l'exploration. Allez, question courte, réponse courte pour qu'on avance. D'abord, très, très beau topo. Je te félicite. Et comment tu arbitres ton choix entre l'acétylcholine et le métergin pour les tests de provocation? Alors, l'APHP a arbitré pour moi, on n'a plus d'acétylcholine. Alors, l'acétylcholine, c'est vraiment ce qui est le mieux, surtout pour le vasospasme microcirculatoire. Donc, on a essayé de discuter avec les pharmaciens, mais voilà, on fait du métergin.